Mesdames et messieurs, bonjour, merci. Bienvenue dans votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous abordons les défis de la recherche, de l'innovation et de l'invention en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Pius Mpiana. Il est professeur d'université. Professeur, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous avez été parmi les organisateurs du Forum du génie scientifique congolais. De quoi il était question exactement? Si vous voulez, je vais d'abord compléter ma présentation. D'accord. Je suis chimiste de formation, je suis professeur à l'Université de Kinshasa, mais je suis président du Conseil scientifique national. C'est-à-dire que c'est moi qui coordonne tous les centres de recherche en RDC. Donc c'est à ce titre-là que je m'occupais de la sous-commission scientifique du Forum du génie scientifique congolais. Comme l'année passée, c'était la même chose. D'accord. Donc le titre, vous l'avez qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans que je suis président du Conseil scientifique national. Alors, en dehors de ça? Je suis chercheur. J'ai beaucoup de publications scientifiques et je suis parmi ceux qui font beaucoup de publications. J'en ai plus de 400. Et puis, il y a plus de 400 publications scientifiques à peu près. Personnelles. Avec mon équipe de recherche, bien sûr. Ah, d'accord. Oui. 400 publications scientifiques. Il suffit de taper mon nom sur Google, PT Piana, vous allez voir ce que j'ai fait comme publication. Et vous avez publié toujours dans votre domaine de chimie ou Oui, dans les domaines de la chimie, notamment j'ai beaucoup travaillé sur les plantes utilisées contre l'anémie SS, qu'on appelle la drépanocytose. J'ai même un produit sur cela, mais je suis aussi dans beaucoup d'équipes de recherche à l'international aussi, par exemple à l'Université de Genève, et j'ai une grande équipe de recherche ici localement, et non seulement à l'Université de Kinshasa, j'en ai à Lubumbashi, à Bukavu, à Kisangani, à Kikwit, donc je collabore avec beaucoup de chercheurs. Donc vous avez une plante qui termine la maladie de drépanocytose? Non, il ne faut pas dire ça comme cela. La drépanocytose est une maladie génétique. Donc pour dire qu'on peut la terminer, il faut une thérapie génique. Mais ce qu'on fait, vous savez que les hypertendus, par exemple, ils vivent avec un régime. Et les diabétiques, ils vivent avec un régime. Alors, nous avons des plantes, nos plantes locales, qui ont ces vertus-là. Et nous avons travaillé sur plus de 160 plantes à travers le pays, qui ont cette activité de normaliser les cellules qui sont falciformées, comme on dit. Et nous avons mis au point un produit, et nous voulons que ce produit soit un aliment médicament, c'est-à-dire dans l'alimentation du drépanocytaire, il peut utiliser régulièrement, prendre comme thé par exemple, prendre dans la bouillie, faire des biscuits par exemple, choses comme ça, de façon qu'il puisse vivre normalement. Là au moins c'est la parenthèse que je voulais faire au début. D'accord. Merci beaucoup professeur Pius. En tout cas, je comprends que je suis devant quelqu'un, un grand chercheur, que nous pouvons aborder dans plusieurs sens pour pouvoir donner de la matière à nos téléspectateurs. Alors, Forum du génie scientifique congolais, de quoi il était exactement question? Voilà. Vous savez que les Congolais font la recherche. Comme partout ailleurs, ils font des innovations, ils font des inventions. Mais jusque-là, ils n'étaient pas valorisés. Ils n'étaient pas reconnus. Donc c'est depuis l'année passée qu'on a fait les premiers forums qu'on avait appelés conclave du génie scientifique congolais, où on a appelé tous les Congolais qui ont des résultats de recherche. À travers le monde? Oui, tous les Congolais qui soient au pays ou à l'étranger, qui ont un résultat de recherche, de venir donc les présenter. Et il y a une équipe d'évaluateurs qui sont des professeurs d'université, qui ont été choisis dans différents domaines. Parce que les évaluations, les innovations, les inventions sont dans tous les domaines. Alors on a une équipe comme ça interdisciplinaire, et c'est cette équipe-là qui a fait d'abord une présélection. Nous l'avons fait l'année passée, cette année aussi on a fait une présélection pour réduire un peu les nombres. Donc on cote et on s'est dit, bon,
ceux qui ont au moins 50%, alors on les retient pour venir à la deuxième phase, où on a besoin, à la deuxième phase, que vous puissiez nous montrer, par exemple, votre prototype. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, vous nous les présentez, et puis donc on mettait un peu plus de points pour ceux qui ont déjà un prototype. Et va rester l'étape de l'industrialisation. Voilà un peu ce que on a fait. Donc les forums étaient basés sur donc cette évaluation-là. Regardez tous les Congolais qui ont des inventions, des innovations ou un résultat de recherche qui peut être une théorie. Ça peut être une théorie. Donc on évalue, on fait une présélection et puis on fait la sélection. Mais comme c'était un concours, c'est qu'on s'est dit d'avance que nous allons retenir 50. Et on regarde ceux qui sont classés par ordre utile. Cette année, par exemple, nous sommes arrêtés à 75%. Pour vous dire qu'il y avait beaucoup de bons produits. Mais dans un concours, on peut dire c'est 5, c'est 10 ou c'est 50. C'est ça un peu les règles des concours. On s'est arrêté donc à 75%. Alors, j'ai vu d'abord les installations au niveau du Palais du Peuple. Il y avait beaucoup d'installations à gauche, à droite. Entre-temps, il y avait des plénières. Je ne sais pas, tout autour, c'était ce travail-là que vous faisiez ou bien c'est un travail qui s'était fait en avance? Donc, comme je venais de le dire, au départ, nous avons demandé à ce que les gens envoient leurs projets par mail, par WhatsApp, ou qui viennent déposer eux-mêmes. On a un formulaire où on prend les coordonnées de la personne, c'est un résumé de ce qu'il a fait. S'il a déjà un prototype, il peut prendre une vidéo, par exemple, ainsi de suite. Et donc, nous avons donné un temps pour que les gens puissent s'enregistrer, en ligne ou en présentiel. Donc, les Congolais qui sont à l'étranger pouvaient aussi nous contacter, à envoyer leurs inventions ou innovations. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, la même chose. Et puis, nous avons arrêté cette étape-là et nous avons commencé alors de faire la présélection. Comment la présélection se faisait? C'est-à-dire, prenons quelqu'un qui a une innovation du domaine médical, les plantes médicinales. Alors, nous prenons 5 professeurs d'université. 2 doivent être au moins de ces domaines-là. Par exemple, un pharmacien, ou un chimiste, ou un biologiste. Et puis, les 3 autres des domaines différents. Parce qu'il faut aussi... Vous pouvez mettre au point un produit, mais que la population n'accepte pas. Il faut un anthropologue, il faut un sociologue. Donc, on faisait une équipe interdisciplinaire pour pouvoir analyser ces projets. Et ils cotaient. Nous avons une grille de cotation. Parmi les rubriques qui comptaient beaucoup, c'est si vous avez déjà un prototype. Il ne faut pas nous raconter tout simplement que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il faut nous montrer au moins un échantillon. Et s'il est déjà un peu avancé, et on pouvait coter. Bon, bien sûr, il y a aussi d'autres parties. Par exemple, si ces prototypes peuvent être facilement industrialisables, et ça peut créer l'emploi, donc vous avez un plus. Et c'est comme ça qu'on cotait. Alors, vous avez les 5 personnes qui cotent. À la fin, on fait la moyenne des cotes, et puis on peut faire une recommandation. Alors, nous avons ces fiches-là, et puis nous allons donc collectionner ces fiches. Alors, la première étape se termine quand nous avons visité tous les projets. Et puis maintenant, nous les classons selon les points. S'ils sont à 400, nous classons depuis celui qui a eu 95% jusqu'à celui qui a eu 17%. Vous avez pris à peu près 3 semaines. Oui, c'est ça. Jusqu'à celui qui a 17%. Et puis maintenant, nous regardons, nous disons, nous retenons tous ceux qui ont au moins 50%. Et donc, nous avons eu à peu près 172 projets qui ont eu au moins 50%. Vous avez été rigoureux. On ne pense pas qu'il y a eu de cache-cache ou de corruption pour que le projet passe, ou du clientélisme ou de l'amitié. C'est la science, je pense que vous avez été rigoureux. Je vais répondre à cette question. Vous savez, les règles morales dans notre pays sont tellement érodées qu'à un moment, on soupçonne tout le monde, on accuse tout le monde. Mais je peux vous dire, dans ces pays, il y a encore des gens qui tiennent debout, qui restent corrects. Et nous avons établi les règles pour que ces règles-là soient appliquées à tout le monde. Il n'y a pas eu de recommandations des ministres ou du président de la République? Aucune recommandation. Tous les évaluateurs me suivent. Ils savent comment nous avons fait. Et quand on a coté, parce qu'on mettait les points dans les dossiers, quand nous avons fini de faire les points, nous avons sorti les dossiers pour qu'ils vérifient si les codes qu'ils ont donnés sont les codes qui sont sur la fiche. Et chacun, ils ont vérifié. Et les codes sont faits. Mais puis, on met dans un tableau Excel, selon les points, les premiers jusqu'au dernier.
Okay. Et puis nous disons, nous allons prendre jusqu'à 50%. Ils sont à combien? On compte, ça fait 172 et on s'arrête là. Première étape. Voilà. Et puis, maintenant, la deuxième étape, ces gens-là qui avaient été retenus, maintenant les 72, nous leur demandons d'amener leur prototype. Et avant, ils pouvaient nous montrer une vidéo. Après, nous leur demandons de venir. Ceux qui sont à l'étranger, les physiques. Ceux qui sont à l'étranger, certains, on a payé, on n'avait pas tous les moyens de prendre tout le monde, mais au moins un échantillon pour que ça soit une représentation nationale. Donc, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à l'intérieur, ils viennent les prototypes, ils viennent maintenant exposer. Donc, on a exposé cette année pendant 4 jours. Et donc, tout le monde peut venir voir pour qu'on me dise, tout le monde remarque que c'est la réalité. Donc, c'est pas des choses... Oui, c'est un produit. Et la population, parce que c'était ouvert à tout le monde. Pour que tout le monde regarde, quand nous disons que nous avons retenu tel, ils ont vu les prototypes. Ils ont vu ce que la personne a pu faire. Donc, ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité des faits. Maintenant, quand ils sont en train d'exposer, nous nous réunissons maintenant pour commencer à évaluer chacun. Quelqu'un peut avoir amené, par exemple, un gros matériel pour broyer les noix de palme, ainsi de suite. Quand il a exposé, on ne va pas lui demander de transporter ça, amener là où on est. Donc, quand on parle avec lui, quand il faut maintenant arriver au prototype, les jurys descendent pour aller voir effectivement les prototypes. Et c'est comme ça. Là aussi, nous faisons maintenant une autre évaluation. Et nous cotons, nous faisons la même chose, nous classons du premier jusqu'au 172e. Et puis maintenant, les jours de la délibération, tout le monde est dans la salle, nous regardons, voilà les points, nous faisons quoi? Voilà. Et nous disons que nous devons arrêter à 50. Si le 50e tombe à 80%, nous arrêtons là-bas. Mais nous pouvons donner quelques prix hors concours. Par exemple, nous prenons les plus jeunes. Ou bien les plus vieux. Hein, par exemple, comme ça. Donc, ou bien dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de gens, nous disons pour encourager, dans les lettres, par exemple, on prend... Voilà, ça c'est de manière consensuelle. En tout cas, tous ceux qui ont participé, ils savent ce que j'ai dit là. C'est comme ça que c'est passé. Alors, dites-nous un peu la différence entre innovateur, chercheur et puis inventeur. Parce que j'ai suivi, même dans les discours du président, dans les discours du ministre, dans les discours de... Il y a toujours cette distinction-là. Innovateur, chercheur et puis inventeur. Oui, je vais être parler de manière simple, hein, pour ne pas aller dans les définitions qui sont livresques. Compliquées. Ici, il faut parler les français de monsieur tout le monde. Donc, un chercheur, c'est lui qui cherche. Et généralement, ce sont les universitaires, ceux qui font, soit à l'université, soit dans les centres de recherche. Ils font des recherches, ils peuvent avoir ça comme métier, par exemple. Nous avons des centres de recherche où vous avez des chercheurs. Donc, son travail, c'est chercher, mais chercher quoi? À trouver des solutions aux problèmes de la société, aux problèmes du monde. Et parmi les missions de l'université, il n'y a pas que l'enseignement, il y a la recherche et les services à la nation. Donc, vous avez des chercheurs là. Mais vous avez aussi des gens il est né avec quelque chose en lui, il peut créer. Et donc, il peut créer quelque chose qui n'existe pas. Qui n'a jamais existé. Ça, c'est un inventeur. Il a inventé quelque chose qui n'a jamais existé, comme on a des inventions qui arrivent dans les temps. Tout n'a pas déjà été inventé. Jusqu'à aujourd'hui, on invente encore. Maintenant, il y a aussi ceux qui peuvent se baser sur quelque chose qui existe. Ils améliorent ça. Celui-là, il a innové. Il y avait un gros micro. Maintenant, lui, il miniaturisait les micros. C'est devenu un micro qu'on peut porter, par exemple. Il a donc innové. De manière simple, c'est cela. Mais si on devait aller dans les définitions telles que données, normalement, ça devient une innovation quand elle est acceptée par la population. Vous avez modifié quelque chose, mais ça doit un peu être utilisé. Quand c'est utilisé, alors on dit vraiment il a innové. Ça, c'est la définition académique qui est... Alors, est-ce que vous avez pu aligner innovateur, inventeur et chercheur dans ce travail, dans ce forum? Oui, dans ce que nous avons retenu tout le monde. Chercheur, par exemple, quelqu'un peut venir avec une théorie. Ça peut être mathématicien, mais une théorie qui peut révolutionner le monde. Il n'est pas allé à ce qui est physique. Mais nous évaluons cette théorie, si elle est une théorie cohérente, qui respecte les règles, nous les retenons.
nous pouvons, quelqu'un peut avoir modifié quelque chose. Par exemple, les téléphones portables, il en a fait un autre qui, avec d'autres spécificités. Nous les retenons, oui, par exemple. Il y a toujours de l'innovation. Il y a eu beaucoup d'innovation dans ces domaines-là. Mais nous pouvons aussi avoir quelqu'un qui, lui, il a fait un produit qui soigne, par exemple, je ne sais pas, les cancers. Ouais. C'est lui qui a créé son produit, c'est un inventeur. Voilà, il a mis au point, comme nous en avons, ce que nous connaissons, qui ont plein de produits pharmaceutiques qui sont qu'on connaît déjà, donc on peut, et nous avons recensé tous ces gens-là, dans tous les domaines. Donc, alors, vous les avez recensés, on peut compter, nous avons autant d'innovateurs, autant d'inventeurs, autant de chercheurs. Nous avons pris ensemble. Nous n'avons pas, quand nous classons, maintenant pour les primer, nous regardons seulement dans l'ensemble, tous ceux qui respectent l'une des catégories. Et nous avons classé comme cela, et nous avons coté selon les critériums qui étaient arrêtés au début, comme je vous ai dit un peu. Il faut avoir quelque chose de palpable. Alors j'estime que les innovations dont question, les inventions dont question, ce sont des inventions, pas congolaises seulement, mais qui peuvent défier le monde, qui peuvent être critiquées à travers le monde et qui peuvent résister, persister et demeurer utilisées comme telles. Je peux vous dire que je suis professeur d'université, mais j'ai été ébloui par ce que j'ai vu. D'ailleurs, tous les évaluateurs, si vous posez la question à n'importe qui, ils ont été éblouis. Si vous suivez mon discours que j'ai fait devant les présidents de la République, j'ai dit que vous savez, les professeurs, généralement, avec les points, ils sont un peu chiches. Mais là, les gens ont donné beaucoup de points parce qu'ils étaient épatés, parce qu'ils voient, parfois pas des jeunes, hein. Ce qu'ils faisaient, ce sont des choses vraiment très intéressantes, très utiles pour la nation. Et nous avons coté pas de manière académique, mais chacun selon son niveau. Il peut parler dans la langue où il veut. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il a fait, ce qui peut être utile à la nation. Et nous avons coté de ce sens-là. Et il y a eu des gens qui ont eu 95%, 91%, 90%, ainsi de suite. Donc, et ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Mais pour répondre à votre question, je vais vous dire, par exemple, il y a un Congolais qui a fait un design d'un avion pouvant aider à former les pilotes. Et il a eu un brevet français. Et puis un brevet européen. Il veut venir implanter ça ici. C'est accepté mondialement. Et nous l'avons eu à ce forum. D'ailleurs, nous l'avons présenté au président de la République. Donc, pour vous donner un exemple. Dans un futur proche, on pourra avoir l'usine des avions ici. Pour ce type d'avion-là, et d'ailleurs, il a d'autres inventions qu'il avait proposées, des avions, par exemple, qui pourraient, simples, pouvant transporter du courrier, par exemple, choses comme ça, qu'il n'a pas présenté, mais qui sont dans son... Parce qu'on doute toujours des Congolais, hein, qui sont des dictateurs, qu'ils font du coller-copier, du couper-coller, et puis on se minimise, hein, professeur. Oui, comme on dit, Dieu est prophète chez lui, mais les Congolais sont capables de beaucoup de choses. En tout cas, moi, je l'ai remarqué, il y a beaucoup de choses, dans tous les domaines, hein, même les domaines de sciences. Vous savez qu'il y a une écriture purement congolaise et une écriture de Mandombe qui est purement congolaise, qui peut être utilisée par exemple pour faire les codages, hein, même dans les télécommunications, quand il s'agit il y avait des innovations dans tous les domaines, même dans les domaines de sécurité, ainsi de suite. Donc vraiment, on était vraiment étonnés de ce que... Alors, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a dit que l'année passée au conclave, c'était 260 chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes à 405. Il y a une augmentation de plus ou moins 40% à peu près. Moi, je peux vous dire que l'année prochaine, peut-être on va atteindre 1000. Pourquoi? Parce que l'année passée, quand on a commencé, comme je venais de vous dire ici, beaucoup de Congolais ne croient plus à la parole des gens. Les gens n'y croyaient pas. Nous avons fait cette sélection. Il faut dire que la remise des prix a duré parce que c'est avec les moyens de l'État. Les moyens de l'État, il y a une procédure à suivre. Si on doit primer les gens, même pas la chancellerie, il y a une ordonnance présidentielle qu'il faut prendre. Ça a pris du temps, mais comme on soupçonne tout le monde, on a cru qu'on n'allait jamais donner cela. Mais nous avons
honoré notre parole, donc le ministre de la Recherche scientifique a honoré sa parole et nous avons remis les prix que vous avez vus. Alors je suis sûr que la fois prochaine, il y aura peut-être plus du double. Alors pour cette année, parce que beaucoup de gens n'étaient pas, l'année passée, les gens n'étaient pas informés. Ouais. Les temps qu'on a donné à faire la publicité de ça n'était pas suffisant. Nous avons vu ces premiers nombres-là. Mais dans l'entretemps, avant qu'on donne les prix, ces projets-là, nous avons encadré ces gens-là à faire les plans d'affaires, les business plans. Okay. Et nous avons une équipe du ministère de la Recherche scientifique qui a été mise à la disposition d'un premier groupe. Ce n'est pas tout le monde, parce que nous devons accompagner tout le monde. Parce que les projets intéressants, ce n'est pas seulement les 50 qu'on retient. Donc, je peux dire que tous ceux qui ont eu au moins 50%, ils doivent être accompagnés. Mais on les fait donc progressivement. Nous avons fait progressivement pour retenir un nombre de projets qui on a fait le plan d'affaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a l'argent, l'entreprise peut être créée. Parce que l'objectif, c'est de créer l'emploi. Et nous avons fait ça, et vous avez suivi que nous avons regardé quand le programme du gouvernement est sorti, nous avons regardé selon les piliers du programme du gouvernement, quelles sont les innovations de l'année passée qui peuvent aller pour chaque pilier. Et nous avons présenté ça à Madame la Première ministre et le document global lui a été remis parce qu'il faut faire la part des choses. Le ministère de la Recherche scientifique va aller sélectionner les gens, vous montrer que ça, ce sont des innovations, ce sont des inventions qui peuvent aider les pays, mais nous passons les relais à d'autres ministères, notamment l'industrie, PME et tout ça, pour qu'eux puissent aussi implémenter l'autre partie. C'est pourquoi nous donnons au Premier ministre, donc le ministère de la Recherche scientifique, par les canaux du ministre de la Recherche, a donné donc au Premier ministre, et pour que le gouvernement puisse donc saisir les autres ministères qui peuvent donc implémenter ces projets. Voilà, suivons d'abord le président de la République, Félix Tshisekedi, qui s'adressait aux scientifiques, donc aux innovateurs, aux inventeurs, mais aussi aux chercheurs qui étaient réunis au cours de ces forums. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de fierté nationale que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la clôture de ce forum consacré au génie scientifique congolais. Cet événement qui a rassemblé nos plus brillants esprits témoigne de la vitalité et du potentiel immense de la République démocratique du Congo dans le domaine de la science et de l'innovation. Des informations me parvenues, ces jours de réflexion et d'échange ont témoigné de la force intellectuelle inestimable, celle de nos chercheurs, inventeurs et innovateurs, qui ont su démontrer que le développement scientifique et technologique n'est plus un rêve lointain, mais une réalité en marche pour notre nation. Au nom du peuple congolais, je vous adresse mes plus vives félicitations et ma profonde reconnaissance pour votre dévouement et vos sacrifices. Le développement de la recherche scientifique et technologique est le socle sur lequel repose tout progrès social et économique. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui, devant vous, mon engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. Par l'entremise du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, je veillerai à ce que ce secteur vital soit soutenu, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. À cet effet, il apparaît plus que nécessaire d'envisager la création d'une structure de coordination interministérielle qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politiques de recherche et d'innovation dans tous les domaines de la vie nationale. En ce qui concerne le financement de la recherche, il est impératif de revoir et de renforcer les mécanismes actuels. Je charge donc le ministre
de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Je charge également le gouvernement d'accompagner substantiellement la recherche scientifique et l'innovation technologique et d'envisager par ailleurs des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ce secteur dans les années à venir. Il est également essentiel que les prototypes d'invention et d'innovation qui ont été présentés et retenus lors de ce forum connaissent une large promotion et une réelle prise en charge par le gouvernement. À vous tous, chercheurs, inventeurs et innovateurs, je veux dire que vous avez entre vos mains les clés de l'avenir de notre nation. Votre travail, vos découvertes et vos innovations sont la lumière qui guidera notre pays vers un avenir prospère et radieux. N'arrêtez pas d'aller au-delà de vos limites. Le succès du Made in DRC passe également par vos prouesses scientifiques. Sachez que vous avez mon soutien, ainsi que celui de tout le peuple congolais. Ensemble, construisons une République démocratique du Congo où la science et l'innovation sont au service du progrès et du bien-être pour tous. Sur ce, je déclare clos les travaux du Forum du génie scientifique congolais. Merci. Alors, professeur, vous avez suivi le président de la République. Il a fait ce discours devant vous. Alors, il dit le développement scientifique et technologique est le socle sur lesquels repose tout progrès social et économique. Comment expliquez-vous ça? Je vais prendre un exemple simple pour que les gens comprennent. Ouais. Je crois que quand nous grandissions, il y avait les produits qui venaient de la Chine. Et qu'est-ce qu'on disait? Les histoires des Chinois ne durent pas. Ouais. Mais petit à petit, aujourd'hui, vous avez des marques chinoises qui se sont imposées. Mais avant, les Chinois, il y avait les Japonais. Quand nous grandissions, c'était seulement la marque américaine. Okay. Tout ce qui était japonais, on disait les histoires des Japonais. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Ouais. C'est que, en réalité, pour se développer, il n'y a pas d'autre voie que passer par la recherche scientifique. Okay. Dans tous les domaines, pour améliorer les conditions de vie des hommes, il faut passer par la recherche scientifique. Que ce soit pour les médicaments, pour les habits, pour l'alimentation, que ce soit pour les déplacements, les communications. Tout ce que nous voyons sont les produits de la recherche scientifique. Ouais. Donc si nous voulons, nous aussi, pour ces pays, être dans les concerts des nations qui se sont développées, nous devons absolument, il n'y a pas d'autre solution que passer par la recherche scientifique et l'innovation technologique. Et pourquoi en RDC, ça fait des années, non? Ça fait des années, on nous parle en géographie, la RDC, pays potentiellement riche, 80 millions de terres arables, nous avons des minéraux qu'on ne transforme pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne transforme pas, il n'y a pas d'innovateur dans ce domaine-là pour transformer les minéraux que nous avons. Même dans l'agriculture, on parle d'agro-pastoral, mais on ne fait rien, même dans l'élevage, pour avoir des entreprises qui extraient du lait, c'est compliqué. Pourquoi ça n'arrive pas en République démocratique du Congo? Bon, il faut dire que nous sommes dedans maintenant. Donc il y a quelque chose à son temps. Il faut que la volonté politique soit là. Il faut dire aussi que les autres qui transforment nos minéraux, ils ne laissent pas toujours les mains libres pour pouvoir... Parce que quand nous transformons ici, leurs industries, leurs emplois là-bas, ils tombent. Ils vont tout faire pour que vous ne puissiez pas transformer ce que
vous faites, ce que vous produisez ici. Mais là, il faut avoir la volonté et pousser, maintenir ces caps pour que petit à petit, tout ce que nous produisons ici, que rien ne sorte du pays de manière brute. Donc on peut comprendre que les scientifiques dormaient un peu tout ce temps, pendant 60 ans, par exemple. Non, les scientifiques dormaient. Vous savez que la politique gère tout. Hein? Parce que quand vous allez à l'université de Kinshasa, oui. Vous avez tous les domaines possibles, oui. les facultés de sciences. Oui. Vous avez tout là-bas. Oui. Vous avez des scientifiques, des renoms là-bas. Mais nos minéraux ne sont pas transformés. Oui. Nos produits agricoles ne sont pas transformés. Oui. Nous devons recourir ailleurs. Et, vous l'avez dit, le président l'a dit, le développement, c'est là, la science, c'est là que repose le progrès social et économique. Oui. Et même pour être libre, si scientifiquement vous ne faites rien, on ne peut pas être libre parce que nous serons toujours tournés vers l'extérieur. Donc on peut comprendre que les scientifiques congolais dormaient, maintenant vous vous êtes réveillés. Non. Si vous allez dans l'université, allez à la bibliothèque, vous allez voir des mémoires de TFC, des mémoires de licence, des thèses de doctorat. C'est plein de choses, des travaux qui permettent la transformation de nos matières premières. Mais faire la recherche, c'est une chose, il faut un accompagnement pour que ce que vous avez trouvé puisse être mis en place. Même un soutien. Je crois que ce que le ministère de la Recherche fait maintenant, c'est quelque chose qui va booster ces domaines-là, parce que maintenant nous appelons tous ceux qui sont anonymes, qui font la recherche et qui peut-être personne ne les voit. Maintenant nous les mettons en exergue, la nation peut les voir, et nous venons par exemple maintenant là de primer, de donner des médailles. Moi, je peux dire que je suis chercheur depuis des années, je n'ai jamais vu une médaille. Alors que mon père... Vous l'avez eu... moi, je n'ai pas eu, donc on a donné aux chercheurs. Oui, mais vous avez même mis en place un produit, vous n'avez pas eu de médaille. Oui, bon, mon prototype n'a pas eu une médaille par quelqu'un de mon groupe. Mais je voulais dire simplement ceci. Vous savez, mon père était un mécanicien. Quand il travaillait à l'État, après 10 ans, il avait une médaille de bronze. Je ne sais pas, après 15 ans, on pouvait donner une médaille d'argent, et puis une médaille d'or. Mais pour encourager. Mais ces habitudes-là, presque, il y a des gens qui font toute la carrière, ils terminent. Surtout du côté des sciences. Oui, alors vous voyez par exemple. Des médailles de la musique, on donne des trophées, mais pas pour les scientifiques. Donc tous les domaines sont importants pour la nation, mais il faut aussi qu'on n'ait pas que la jeunesse n'est pas comme modèle que vous avez cité. Il faut aussi que la jeunesse croit qu'en faisant l'innovation, en faisant la recherche, en faisant tourner la tête, la nation peut me reconnaître. Et c'est le symbole qui s'est passé les samedis passés, parce que les gens des anonymes, ils ont fait leur innovation, même dans son village, il peut avoir une médaille donnée par la chancellerie d'ordre nationaux. Donc ça peut pousser les autres à aller dans cette direction. C'est-à-dire, cet élan doit être maintenu pour que tous les chercheurs se sentent valorisés. Que je peux aussi faire quelque chose pour mon pays et mon pays me reconnaisse. Ça va faire, sinon tout le monde va quitter la recherche pour aller en politique, pour aller, ainsi de suite. Alors que chacun devait vivre là où il est, le pays devait reconnaître les talents de chacun là où il est. Donc on peut comprendre que parce que nous sommes à la chaîne du développement, on peut comprendre que parmi les 405 inventeurs qu'on a pu dénombrer, il y en a qui se donnent au développement des différents secteurs. Oui, vous avez tous les domaines. Dans son tous les domaines. Par exemple, le domaine minier. Nous avons eu, par exemple, l'année passée, un projet, je donne cet exemple-là, qui permet, par exemple, vous voyez, les mines, il y a des mines qui sont riches en minerais, d'autres qui ne sont pas riches en minerais. Où beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs n'iraient pas dans ces mines qui sont pauvres en minerais. Mais il y a quelqu'un qui a présenté un procédé qui permet de récupérer toutes ces mines-là qui sont pauvres en minerais, que les autres abandonnent. Que par exemple des sociétés comme la Gécamine qui a fait la pluie et beau temps dans les temps, on lui a laissé ce qui ne vaut plus grand-chose. Mais avec cette technologie, la Gécamine peut revenir comme dans les temps, parce qu'elle peut pouvoir exploiter
ces minéraux qui sont pauvres en éléments métalliques. Ça, c'est un exemple que je donne. Nous avons eu un groupe qui permet, par exemple, de pouvoir séparer. On parle des coltans. Vous avez donc les tantales et les niobium. Donc, des procédés qui peuvent permettre de séparer ces éléments ici. Alors que jusque-là, on prenait ça, on envoyait ça à l'extérieur. Voilà. Donc, les chercheurs ont leur part. Ils présentent à l'État. Ouais. Et l'État, vous avez plusieurs secteurs. Il faut que les autres secteurs puissent prendre aussi. Je prends un autre exemple. Les gens qui font des recherches dans le domaine des plantes. Vous savez que Dieu a mis dans nos plantes tout ce qui est nécessaire pour nous guérir. Ouais. Je suis un chrétien, donc je sais de quoi je parle. Mais vous n'êtes pas phytothérapeute, par exemple, ou bien je suis chercheur en phytothérapie aussi. Donc, moi, je suis chimiste, donc je peux trouver des molécules qui font que cette plante soigne. Okay. Et nous avons fait des enquêtes sur les plantes sur plusieurs maladies. Ouais. Et c'est que maintenant, on peut aller de ces côtés-là, avoir un produit et faire toutes les étapes des labos. D'abord, ce qu'on appelle in vitro au laboratoire, et puis aller au niveau des animaux. Mais là, quand il faut aller, par exemple, au niveau des essais cliniques pour les hommes, ça demande les moyens. Ça demande beaucoup d'argent pour faire cela. Et quand vous aurez trouvé cela, il faut qu'il y ait un organisme qui va, normalement, accepter ces produits pour les mettre sur les marchés. C'est une étape longue. Qu'une personne, un individu seul n'est pas à mesure. À ce moment-là, il faut qu'il y ait... Et ailleurs, ça se fait comment? Il y a des fonds, bon, à cette étape, je pourrais dire ceci. Vous savez, le ministère de la Recherche scientifique a été créé en 1982. Et à la création, dans cette ordonnance qui créait, il y avait aussi un fonds d'appui à la recherche qui était sur papier, mais qui n'avait jamais existé. Okay. Il y a seulement l'année passée où un décret a été signé pour que ces fonds... Pour restaurer ces fonds-là. Et c'est cette année où on a mis en place les animateurs de ces fonds, qui sont en train de chercher un peu de fonds comme l'FPI, ainsi de suite, qui devraient aussi commencer à soutenir la recherche. Ils sont encore en train de se chercher pour avoir les financements. Vous avez entendu que le président parlait même de renforcer les mécanismes de financement par une loi, ainsi de suite, de façon que ces fonds aient les moyens qu'il faut, comme ça se fait partout ailleurs. Moi, je suis dans un projet qui a été financé par un fonds suisse. On a travaillé en collaboration avec l'Université de Genève, par exemple. Mais il faudrait que les fonds d'appui à la recherche en RDC fonctionnent aussi comme ça fonctionne dans tous les autres pays. Pour pouvoir prendre en charge des chercheurs, par exemple, les chercheurs peuvent faire sa part. Mais quand aller chercher maintenant comment faire aboutir, aller à l'industrie, il faut qu'il soit appuyé. Parce que la recherche coûte énormément donc cher. On peut comprendre, ce sont là les défis que vous avez dans votre domaine. Vous avez des défis de financement seulement. C'est ça, les défis de financement. Partout au monde, l'État seul n'arrive pas à tout financer. Il y a aussi des organismes internationaux qui financent. Là, de notre côté, ces côtés-là, il faut aussi renforcer les capacités des chercheurs pour qu'ils soient en mesure d'être compétitifs. Parce que quand vous faites un projet, et la compétition peut être internationale. Quand vous me présentez ces projets-là, on peut, si vous êtes compétitif, on sélectionne ces projets. C'est le travail que nous avons, commencé depuis que nous sommes là, depuis 2 ans, au Conseil scientifique, nous avons commencé à renforcer les capacités des chercheurs, d'abord des centres de recherche, pour leur montrer comment on écrit un article scientifique, comment on écrit un projet, parce qu'on peut avoir des financements. Il y a beaucoup d'argent aussi dans le financement au niveau international. Ailleurs, quand quelqu'un, par exemple, a beaucoup d'argent, il est mort de cancer, il peut dire mon argent, je mets dans la recherche pour les cancers. Mais ça devient très compétitif. Il faut vous mettre à la hauteur des autres pour pouvoir bénéficier de ces moyens. Ça existe. Mais pour cela, il faut que les chercheurs aussi se mettent à la hauteur. Il faut une formation, il faut un renforcement des capacités, il faut donner les moyens au laboratoire pour être donc à la hauteur. C'est tout ça. Donc c'est vraiment un système qu'il faut bouger. Vous savez, quand un véhicule est resté sur les pierres pendant longtemps, vous ne lui dites pas de prendre à 100 à l'heure. Il faut d'abord commencer à les pousser un peu petit à petit. D'accord. Comment trouvez-vous l'engagement du président? Vous l'avez suivi. Il s'engage à soutenir les chercheurs, les inventeurs, les innovateurs. Il dit pas seulement avec des paroles, mais avec des actions concrètes.
vous faites du crédit, confiance au président de la République. Pas seulement du crédit, parce qu'il a déjà réalisé une partie. Ah, vous savez que les budgets de la recherche scientifique étaient moins de 0,5% du budget national. Oh là là. L'année passée, quand on a fait les conclaves, nous avons fait un plaidoyer, nous avons demandé que le budget de la recherche soit à 7%. Okay. Et le président nous a dit non, nous allons commencer par 3%. Okay. Et dans le budget 2024, les budgets réservés à la recherche scientifique est passé de 0,5% à 3%. Donc multiplié par 6. A tenu à sa parole. Nous avons remercié pour cela. Mais maintenant, une autre chose, chose maintenant concrète, c'est bien d'avoir les budgets, mais c'est mieux que ça sorte effectivement. Là, c'est une autre démarche. Là, ce n'est pas et donc, nous sommes tous à ces démarches-là, nous pensons et nous continuons à faire les plaidoyers pour que ce qui est prévu dans les budgets sorte réellement et que quand c'est sorti aussi, que ça soit géré aussi convenablement. Le gouvernement est là il n'y a pas très longtemps, donc il faut que tous ces mécanismes se mettent en place, mais nous avons confiance, au moins sur papier. Nous avons déjà obtenu ces gains-là et nous allons continuer à demander au chef de l'État pour qu'il s'est engagé encore, comme il a réalisé la première partie, et nous pensons qu'il va réaliser la deuxième partie. Alors, vous êtes le président du Conseil national des centres de recherche. Voilà. Il y a déjà ces conseils, mais le président propose encore une autre structure de coordination. Il n'y aura pas empiètement. Non, je vais expliquer pour qu'on puisse comprendre. Vous savez, dans tous les ministères, il y a la recherche qui se fait. Par exemple, il faut améliorer les recettes de l'État. Il faut faire les recherches pour dire comment faire pour que les recettes de l'État s'améliorent. On peut dire, non, moi j'ai un logiciel qui pourrait faire qu'on puisse dématérialiser tout et que ça puisse marcher. Le ministère des Mines, pour améliorer les qualités de nos mines, pour les transformer, il y a la recherche qui se fait là-bas. Au ministère de la Santé, il y a la recherche qui se fait là-bas. Donc, dans tous les domaines, même la communication et tout ça, il y a la recherche qui se fait là-bas. Donc, en principe, le ministère de la Recherche doit coordonner toutes ces recherches qui se font à travers, parce qu'on connaît seulement le ministère de la Recherche et le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais dans tous les ministères, il y a la recherche qui se fait. Maintenant, on doit coordonner, même dans les entreprises, pour améliorer la qualité. Dans les entreprises, il y a la recherche qui se fait. Mais parfois, ce n'est pas coordonné. Quand on doit faire les statistiques, par exemple, pour les pays, qu'est-ce qu'on a pu faire? Ça échappe. Donc, il faut, ça c'est au niveau ministériel, qu'on doit faire donc, cette structure pour coordonner tout ce qui se fait. Si nous voulons que les pays sortent de la situation dans laquelle nous sommes, tout ce que nous faisons doit être basé sur les résultats des recherches. Le ministère de la Communication, basé sur ça. Dans tous les ministères, on doit se baser sur les résultats des recherches. Donc la structure a son importance. Oui, a son importance. Et ça ne veut pas, il n'y aura pas empiètement avec les Non, non, même légalement déjà, le ministre de la Recherche scientifique est chargé de coordonner toutes les recherches qui se font dans les différents ministères. C'est déjà légal. Maintenant, il faut que cette structure... Donc, si on renvoyait cette mission au Conseil national des centres de recherche que vous coordonnez, ça ne peut pas aller? Non, il faut que ça se passe au niveau ministériel. Pourquoi? Parce que quand quelque chose se fait au ministère des Mines, moi, je ne peux pas aller au ministère des Mines sans passer par ma tutelle, qui est le ministre de la Recherche scientifique. Mais lui peut parler avec son collègue des Mines pour pouvoir. Donc, il faut que ça se fasse au niveau ministériel. Voilà, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Pour terminer avec les partis du président, le président dit que pour les financements de projets, il faut la révisitation des mécanismes actuels pour pouvoir financer les différents projets de recherche. Est-ce que vous êtes de cet avis? Vous savez, quand le président de la République parle, c'est la volonté politique au sommet pour que les choses puissent aller dans la bonne direction. Vous voyez, je donne l'exemple des FPI. Pour booster l'industrie, on a dû faire un peu de taxes par-ci par-là pour pouvoir soutenir l'industrie locale. Les fonds, que ce soit par exemple les fonds culturels, ainsi de suite. Donc il faut créer un mécanisme, créer une loi qui pourrait donner les moyens à ces fonds sans nécessairement passer toujours par le budget national.
que l'appui de la recherche peut venir de ces quelques prélèvements qu'on aurait pris par-ci, par-là. Par exemple, tous ceux qui utilisent les résultats des recherches peuvent avoir une quotité ou quelque chose, même 0, quelque chose qu'ils mettent pour appuyer la recherche. Je crois que c'est dans ce sens-là que le président voudrait que les scientifiques réfléchissent et qu'ils proposent une loi, parce que quand c'est une loi, tout le monde doit la respecter. Et c'est important. Vous êtes d'accord avec la loi, mais je me dis, la loi, c'est encore une procédure qui va prendre du temps, pendant qu'il y a des prototypes, il y a des inventions qui existent déjà, qu'il faut appuyer. Mais quand le président demande d'abord qu'on élabore une loi, quand je vois les scientifiques doivent se réunir pour chercher la matière, et puis le ministre qui doit aller proposer au niveau du Conseil des ministres, ça doit quitter le gouvernement vers l'Assemblée, l'Assemblée qui doit débattre pour envoyer au Sénat. Vous voyez toute cette procédure pendant que les projets existe déjà pour commencer parce que nous avons trop attendu. Bon, il faut distinguer plusieurs niveaux. D'abord, il faut savoir que gouverner, c'est prévoir. C'est qu'on est en train, le président de dire, nous sommes en train de projeter notre pays dans l'avenir. Mais pour le moment, par exemple, au ministère de la Recherche scientifique, je vous ai dit qu'il y a le fonds qui commence à fonctionner. Il y a l'incubateur national. Si vous suivez les informations, vous allez voir qu'il y a quelques incubateurs qui permettent d'incuber comme on fait les œufs pour les permettre à ce que ça puisse arriver à maturation. Il y a des gens qui ont des idées, il faut les aider à ce que ça puisse arriver à maturation pour créer l'emploi, par exemple. Et le ministère de la Recherche scientifique vient de créer un incubateur national qui émarge au budget du ministère de la Recherche maintenant, donc ce n'est pas dans l'avenir. Dans cet incubateur, par exemple, tous les projets qui ne sont pas encore arrivés à terme, c'est-à-dire que même si c'est un prototype, mais il n'est pas encore bon, ils seront dirigés vers cet incubateur-là. Qui va les aider. Il y a des scientifiques là-bas qui peuvent donner des idées. Ici, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Quand le prototype est arrivé à terme, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Un industriel, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne savent pas où investir. Ils peuvent venir voir que ça m'intéresse. Nous allons créer une entreprise. Toi, tu as ta tête, lui, il a son argent. Vous faites une co-entreprise. Et c'est une création immédiate d'emploi. Ça, c'est une possibilité qui peut être donc faite. C'est pourquoi on n'attend pas que ces fonds ou cette loi, mais si maintenant il y a plus de moyens, on donnerait à beaucoup de chercheurs, on aurait beaucoup d'innovateurs et beaucoup d'inventeurs. Mais pour ceux qui sont là, on peut les encadrer avec les moyens de l'État qui sont là, mais aussi avec les privés. C'est pourquoi on invite les Congolais, FEC, ainsi de suite, à venir aussi visiter. Ils peuvent trouver quelque chose qui peut être une opportunité d'affaires. Et à ce moment-là, si on va dans cette direction-là, il y aura création de beaucoup d'emplois et le pays va décoller. Alors, pour ceux qui ont suivi ça de loin, il y avait cette exposition, s'il y a des entrepreneurs ou des opérateurs économiques qui voudraient peut-être revenir sur le projet ou travailler, comme vous l'avez dit, pour créer des entreprises et consorts. Où est-ce qu'ils vont aller taper? Ils vont rentrer au ministère des Recherches pour demander, voilà, tel projet m'avait intéressé, ou bien ils viennent au conseil, ou bien ils vont se diriger où pour revoir et puis contacter les différents chercheurs et inventeurs consorts. Oui, nous avons toutes les données, tous les contacts. Comme j'ai dit aussi, au conseil scientifique, ils peuvent trouver toutes les informations, mais aussi il y a un incubateur qui est mis en place, qui va pouvoir encadrer tous ces gens. Je prends un exemple. Il y a un vieux chercheur qui a fait, par exemple, une machine pour décortiquer les maniocs. Vous voyez, dans nos villages, les mamans peuvent rester depuis le matin en train d'enlever, décortiquer d'abord, enlever les pulchures, voilà, tout ça. Maintenant, lui a mis au point une machine qui peut faire ça. C'est que vous voyez que même la production, dans la chaîne de production, ça peut augmenter. Un opérateur économique peut se dire, non, moi, je vais faire une plantation. Parce qu'avant, j'ai planté, pour pouvoir éplucher, ça prenait du temps. Maintenant, je peux avoir ces machines. Il peut commander les machines directement chez cette vente. Il n'a pas besoin que l'État puisse les Donc, un opérateur économique peut déjà commander. Alors, professeur, vous voulez nous dire que les choses sont bien faites pour bien retrouver les inventeurs et les innovateurs
par exemple, pour les opérateurs économiques ou les entrepreneurs qui voudront s'associer aux inventeurs pour créer des entreprises que tout le monde attend. Et vous disiez qu'il y a un inventeur qui a mis en place un éplucheur de manioc. Oui, donc j'encourage les opérateurs économiques à prendre contact avec le conseil scientifique. Et il y a même un incubateur qui a été mis au point pour suivre tous ceux qui n'ont pas été primés, mais avec des bonnes entreprises, avec des bonnes innovations. Donc, par exemple, je donne l'exemple de cette éplucheuse de manioc, qui est celui qui a des champs, des grandes étendues, des champs de manioc, peut s'intéresser à cette éplucheuse et il peut acheter. Et ça permet à l'inventeur de continuer à produire et d'engager des gens. Et voilà un peu comment une industrie peut naître, parce qu'avec des matériaux locaux, ça peut exister ailleurs en Chine, ainsi de suite, mais avec des matériaux locaux, on fabrique ici. Même pour les maïs aussi, on fabrique ça ici. Même pour les noix de palme, on fabrique ça ici. Pour broyer, faire les noix palmistes, par exemple. Oui, donc c'est fait avec les matériaux locaux. Si vous achetez ici, vous créer l'emploi ici, et c'est comme ça. Donc, la recherche ne doit pas attendre seulement que l'État donne, mais les entreprises, tout Congolais, peut se dire, moi, je vais acheter ce qui est congolais et je vais booster l'industrie locale. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour que les scientifiques congolais soient valorisés, soient mis au service de la société, pour parvenir à ce que le président dit? Vous avez les clés de l'avenir prospère et radieux de la RDC. Première chose, il faut que les scientifiques s'intéressent d'abord aux problèmes réels de la population pour trouver des solutions locales. Deuxième chose, il faut que l'État puisse appuyer ces scientifiques, mettre les moyens parce que la recherche coûte cher. Troisième chose, il faut qu'il y ait des recyclages des scientifiques pour entrer aussi en compétition avec les autres et capter aussi les financements à l'international. Si on met ces trois choses, je crois que les choses peuvent se déclencher. On a fini pour aujourd'hui. Votre mot de la fin. Je vous remercie pour m'avoir reçu, et le message que je peux passer à tous les chercheurs congolais, c'est qu'il y a de l'espoir. Il faut qu'on puisse se mettre, il ne faut pas aller au fatalisme. Et il y a une dynamique qui a commencé, il faut qu'on puisse se mettre dans cette dynamique, qu'on puisse apporter notre intelligence pour le développement du pays, que nous puissions résoudre les problèmes de nos compatriotes. D'accord. Merci beaucoup, professeur Pius Mpiana. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, amis de Grands Défis. La suite, c'est au prochain numéro. Au revoir.